Elisabeth Guigou, bonjour. Bonjour. Vous vous doutez que nous avons beaucoup de questions à vous poser à propos de cette résolution présentée par vous comme présidente de la Commission des Affaires étrangères et soutenue par l'ensemble des socialistes, appelant à la création d'un État palestinien de manière unilatérale. Cette résolution a suscité beaucoup d'émoi dans la communauté juive de France et on peut dire un fort rejet. Personne ne comprend l'urgence d'une telle résolution sans nuance, sans contrepartie et sans condition. Alors d'abord, qu'est-ce qui pressait ? D'abord, je suis heureuse, merci de m'avoir donné l'occasion de parler à travers votre radio à la communauté juive. Si vous permettez une réaction d'abord, oui, il y a urgence. Il y a urgence parce que la violence s'installe et elle se fait de plus en plus effrayante, notamment à Jérusalem. C'est-à-dire que comme les négociations de paix sont complètement bloquées, il ne se passe plus rien, que d'ailleurs, même les deux principaux protagonistes, c'est-à-dire M. Netanyahou et M. Abbas, ne se parlent plus et même quelquefois arrivent à avoir des expressions assez agressives l'un vis-à-vis de l'autre, alors que Mahmoud Abbas est le seul interlocuteur possible pour Israël dans ces discussions de paix. Bref, nous avons jugé que la colonisation continue, menaçant de rendre impossible désormais la création d'un État palestinien viable, comme le souhaite la communauté internationale. Nous avons jugé que si le statu quo actuel est vraiment mortifère, il n'y a rien de plus dangereux, parce que quand il ne se passe plus rien au niveau diplomatique, au niveau politique, alors ce sont les extrêmes qui tiennent le terrain. Voilà. Et on le voit avec des attentats et une violence qui se déchaîne et qui menace évidemment de compromettre, alors là, durablement, peut-être définitivement, tout espoir de paix, au détriment certainement des Palestiniens, mais aussi d'Israël. Alors, on comprend quand vous dites on veut sortir du statu quo, mais on se pose deux questions à propos de cette résolution. Est-ce qu'elle est juste et est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce qu'il est juste de soutenir la création d'un État quand une partie du gouvernement de ce futur État, au moins, est opposée à l'existence de l'État d'Israël ? Et est-ce que c'est utile ? Est-ce qu'on peut estimer que cette résolution a la moindre chance de faire avancer les négociations ? Ah ben c'est ce que nous voulons. Nous avons voulu faire un geste pour la paix, pour que les négociations reprennent. Car encore une fois, le statu quo est extrêmement dangereux. Alors, vous avez tout à l'heure employé le mot unilatéral. Moi, je refuse ça. D'abord parce que la résolution 181 de l'ONU en 1947 a reconnu un État juif et un État palestinien. Ce sont les termes exacts. De fait, Israël est reconnu par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que l'État palestinien... Les Palestiniens, à l'époque, ont refusé et ont fait la guerre. Non mais attendez, l'État palestinien ne l'est pas, et que après les accords d'Oslo qui ont été avalisés par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat ensemble, la création de deux États vivant côte à côte, en paix et en sécurité, avec naturellement des garanties de sécurité pour Israël, a été acceptée par les deux parties et a fondé la position de la communauté internationale. Et nous reprenons exactement cette position dans notre résolution. Oui, mais Madame Guigou, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses, notamment des attentats sanglants, des bus qui explosent, des kamikazes qui sont explosés ailleurs parmi les Israéliens, le public israélien, les civils. Alors, la résolution, on a bien compris, elle demande des efforts aux Israéliens. Elle dit textuellement, il faut, sur la base des frontières de 1967, que Israël reconnaisse l'État palestinien, la Palestine. Mais qu'est-ce que vous demandez en échange aux Palestiniens de faire ? Mais notre résolution est parfaitement équilibrée. Elle reprend encore une fois les termes
qui ont été acceptés, y compris par Israël. Alors, naturellement que ces attentats sont épouvantables. Évidemment que pour les Israéliens, les roquettes qui sont parties de Gaza sont absolument... c'est insupportable. Depuis 2005. Non, mais c'est insupportable dans la vie quotidienne. Le problème, c'est est-ce qu'on veut que ça s'arrête ou pas ? Et si on veut que ça s'arrête, alors il faut faire la paix. Et on fait la paix avec ses ennemis. Mitterrand l'a dit à la tribune de la Knesset en mars 1982, et d'ailleurs Shimon Peres ne cesse de répéter ça. Le même Shimon Peres qui a déclaré il y a 15 jours, on ne peut plus se contenter de gérer le conflit. C'est ça, vous comprenez ? La gestion comme ça, dans la durée d'un conflit, qui ne cesse d'envenimer les choses, en effet, laisser le terrain libre à tous ces extrémistes fanatisés, si vous voulez, et alors après, on voit monter la haine, la vengeance, on peut comprendre ça, mais je évidemment. reviens quand même à ma question. Cela dit, votre résolution, vous dites qu'elle est équilibrée. Certes, elle reprend les termes des accords qui ont déjà été passés, notamment par Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Mais enfin, on fait aussi comme si les Palestiniens formaient un seul bloc. Il y a Gaza, il y a la Cisjordanie. Vous nous avez parlé de Mahmoud Abbas, qui est le seul partenaire de la paix pour les Israéliens. Oui, mais il y a Gaza également. Il y a le Hamas. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec le Gaza et le Hamas ? Oui. Et là, votre résolution n'en parle absolument pas. On fait comme si ça n'existait pas. Nous avons eu un débat entre nous et nous avons finalement jugé que c'était pas la peine de mentionner le Hamas pour lui faire une publicité qu'il ne mérite pas. Vous lui donnez un quitus. Non, pas du tout. Non, attendez, laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre, c'est un sujet grave. Laissez-moi répondre. Le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par l'ensemble de l'Union européenne, donc y compris par nous. Nous nous interdisons, en tant que parlementaires français, en tout cas moi je m'interdis, d'avoir des relations avec le Hamas. Quelquefois on m'a tenté de m'approcher à travers tel ou tel voyage. Je n'ai pas donné suite et j'ai refusé. On respecte les règles internationales. Le problème, c'est qu'il faut arriver à amener cette partie du Hamas qu'on appelle la branche politique dans le jargon diplomatique, avec des gens qui ont envie de suivre le même chemin qu'a suivi Yasser Arafat il y a plus de 20 ans maintenant, c'est-à-dire de reconnaître l'existence d'Israël, pour faire en sorte que l'autorité palestinienne puisse en effet, y compris étendre son autorité de la Cisjordanie vers Gaza. Donc, oui, c'est un pari, mais il nous semble moins dangereux que de rester dans le statu quo. Je rappelle que quand Yasser Arafat a été reçu par François Mitterrand en 1982, puis en 1989, il n'avait pas encore reconnu l'État palestinien et la charte de l'OLP continuait à ne pas reconnaître. Il avait lâché quand même que c'était caduc. Oui, alors, attendez, regardons bien les dates. 82, il est reçu par Mitterrand, qui va l'extraire en disant « mais nous avons besoin de cet interlocuteur-là ». Alors d'accord, il est encore considéré comme étant terroriste, en tout cas il ne reconnaît pas Israël. 1989, il est reçu à nouveau à l'Élysée et là François Mitterrand lui dit « vous devez faire évoluer la charte de l'OLP ». Il sort de l'Élysée et il dit « la charte est caduque ». 1993, il y a un échange de lettres entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat dans lesquels Yasser Arafat dit « la charte de l'OLP reconnaît l'État d'Israël » et ensuite, j'ai là les documents, il y a des modifications. Alors c'est vrai que la modification de la charte, c'est vrai que ça s'est passé dans une relative discrétion et que mais on peut le comprendre parce que vis-à-vis de certains en Palestine, vous comprenez, c'est toujours la même chose, il faut amener ceux qui se sont fait la guerre à vouloir faire la paix. Alors voilà pour vos questions pour le Hamas qui sont très sérieuses. Il est hors de question de donner quitus, comme vous venez de le dire, à une organisation terroriste qui produit des attentats. Mais il y a des éléments, nous le savons, qui souhaitent faire évoluer ce mouvement, qui souhaitent justement avec l'autorité palestinienne, avoir un seul gouvernement palestinien qui veut la paix et la sécurité avec Israël sur l'ensemble des territoires.
Alors, voilà. sur un sujet quand même aussi sensible, on a l'impression quand même que on a cherché à imposer d'avoir une seule tête. Parce que bon, ça a été gauche-droite quand même à l'Assemblée nationale. À droite, il y a eu quand même quelques personnes qui ont voté pour la résolution, comme Axel Poniatowski et d'autres. À gauche, c'était vraiment une seule tête, puisque même Monsieur Pupponi, le maire de Sarcelles, qui avait dit qu'il voterait contre, s'est finalement abstenu. Mais parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec François Pupponi, avec Armand Young, et je respecte absolument leur point de vue, leurs objections, parce que ils ont une communauté juive très importante dans leur circonscription, donc ils connaissent bien les réactions de la communauté juive comme vous les connaissez vous. Et c'est vrai que ce qu'ils m'ont exprimé et ce que vous exprimez d'ailleurs dans vos questions, que je trouve absolument légitime, c'est est-ce que ça ne va pas encore relancer, si vous voulez, à la fois d'abord être déséquilibré, d'une part, c'est-à-dire prendre le parti de la Palestine contre Israël. Ça, c'est une première question. Et je vous dis que non, parce que notre texte a bien veillé, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas voté contre. À 3 reprises, nous disons reconnaissance réciproque d'Israël et Palestine. Nous réclamons des garanties de sécurité. Nous récusons les discours de haine. Donc, c'est bien dans cet esprit-là que nous avons fait ça. La deuxième crainte, c'est est-ce que ça ne va pas réveiller des manifestations d'antisémitisme ? Est-ce que vous dites toujours il ne faut pas importer le conflit, mais en l'occurrence, c'est l'Assemblée nationale qui l'importe. Non, pas du tout. Non, on n'importe rien du tout. Vous savez, ce conflit, depuis le temps qui dure, il a déjà des répercussions en France. Il faut éviter, il faut aller vers la paix pour qu'il n'y en ait pas davantage. Voilà. Alors, c'est là où c'est ne pas, en effet, importer des affrontements qui sont violents et sanglants sur le terrain, chez nous, où nous avons la chance d'être en paix. Et j'espère de pouvoir faire vivre les communautés ensemble. Maintenant, sur l'antisémitisme, je vais vous dire, c'est un sujet auquel moi je suis particulièrement sensible. On va en parler. Voilà. On va en parler, mais... Et je vais vous dire que j'ai toujours lutté, j'ai fondé mon engagement politique à l'âge de 15 ans contre le racisme et l'antisémitisme. Mais on va parler naturellement de ce qui s'est passé à Créteil. Vous avez estimé que c'était un attentat odieux, etc. Mais enfin, on va en parler. Mais pour en terminer avec ce sujet de la résolution, disons les choses. On vous soupçonne de visée électoraliste, de vouloir contrebalancer l'image pro-israélienne de François Hollande, qu'on n'a pas entendu d'ailleurs sur ce sujet, comme on n'a pas entendu le ministre des Affaires étrangères qui était... Enfin, on l'a pas entendu. En tout cas, il était absent au débat. Il était là. Il était absent au vote, au moment du vote. Non mais attendez, il était à une conférence internationale qui se tenait à Bruxelles sur la question de l'Iran. Donc, on ne peut pas lui reprocher d'avoir été absent. Il a été toute la matinée, le vendredi, quand nous avons débattu du texte. Laurent Fabius était au banc du gouvernement. Et c'est lui qui nous a répondu. Et d'ailleurs, qui a fait 2 propositions que je trouve majeures. La première, c'est d'essayer d'aboutir à l'ONU, car c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui décidera au final notre résolution. Vous savez, on n'a pas la prétention de penser qu'elle va faire la paix. On l'a conçue comme un geste pour la paix, mais voilà, c'est un vœu. Mais Fabius nous a répondu quoi ? Il nous a dit, moi je voudrais, la France œuvre aux Nations Unies, c'est-à-dire au Conseil de sécurité, pour que le projet de résolution de l'autorité palestinienne ne se heurte pas à un veto américain. C'est ça qu'on fait. Et c'est-à-dire que ce texte aussi, il nous sert à dire ce que j'ai dit aux représentants palestiniens quand j'étais à l'ONU il y a 8 jours. Je lui ai dit franchement, ne poussez pas le bouchon trop loin, parce que vous serez responsable à ce moment-là, s'il y a un veto américain, de l'escalade de la violence. Donc on essaye d'aboutir à un texte qui fasse consensus, qui reprenne les paramètres de la paix que je viens de rappeler, qui d'autre part disent maintenant il faut fixer une date butoir, quelle qu'elle soit, mais une date butoir pour en sortir, pour arriver. Et d'autre part, autre proposition très intéressante de Fabius, qui est une conférence internationale qui accompagne les 2 négociateurs, car seuls eux peuvent faire la paix, les autres peuvent pas faire la paix à leur place. Bon. Mais qui les accompagne pour faciliter ces négociations. Parce que vous avez vu que ces dernières années, à plusieurs reprises,
au dernier moment, quand les deux négociateurs étaient sur le point de faire la paix, moi j'ai assisté à ça à la fin du gouvernement Olmert, avec Tzipi Livni qui était là en train de négocier. Ils étaient sur le point d'arriver à un accord au dernier moment. Et on peut le comprendre. C'est très difficile, d'un côté comme de l'autre, de signer ça, à cause de tout ce qui s'est passé. Plus le temps passe, plus c'est difficile. Alors je termine par là. Avoir une conférence internationale, et j'espère que cette conférence internationale, si elle se tient, incitera et nous permettra d'insister auprès des pays arabes qui ne l'ont pas encore fait de reconnaître l'État d'Israël. Il n'y en a que 2 qui l'ont fait. Donc vous voyez que nous nous situons dans une démarche positive que nous essayons d'encourager, en n'ayant pas la prétention de croire évidemment que nous pouvons... Enfin voilà, c'est pas une résolution qui fera la paix, mais vraiment, c'est dans cet esprit-là. Ça explique ce vote. Ça explique que les députés UMP et UDI, regardez bien leurs noms, qui ont voté pour, sont précisément membres de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et pourquoi c'est comme ça ? Parce qu'ils avaient en tête justement le fond du problème et pas des préoccupations de politique politicienne ou électorale. Quant à l'argument électoral que certains ont avancé, et vous avez raison de me poser la question, écoutez, moi je considère que ce serait faire injure à la communauté juive de penser que toute la communauté juive vote à droite. Il y en a qui votent à gauche, j'en connais. Et ce serait de la même façon un peu ridicule de penser que l'ensemble des musulmans de France votent à gauche. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez nous dire au juste que quand on est juif de gauche, forcément, on adhère à votre résolution, et quand on est juif de droite, on n'y adhère pas, ou musulman de gauche. Il y a des juifs de gauche. Il y a des juifs de gauche qui votent à gauche, mais ça, c'est incontestable qu'il y en a, et bien évidemment. Mais enfin, ils sont pas nécessairement d'accord avec votre résolution. Mais peut-être, et peut-être qu'il y a des juifs de droite qui sont d'accord aussi, j'en connais. Y compris à l'Assemblée nationale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on nous balance comme ça ces arguments quand même petitement politiciens, franchement, on est sur un sujet, probablement le sujet le plus grave au plan international aujourd'hui. Alors, en tous les cas, est-ce que ça marque un tournant dans l'attitude du Parti socialiste vis-à-vis d'Israël et des Palestiniens ? Oh ben non, alors ça se situe dans la continuité parfaite de la position qu'a exprimée François Mitterrand à la tribune de la Knesset, où il a dit 2 choses. Il a dit Israël a le droit à la sécurité et à la garantie de sa sécurité. Et il a dit mais le peuple palestinien a le droit à un État. Il a dit ça à la tribune de la Knesset et personne n'a contesté ça. Et Yitzhak Rabin l'a fait. Et Ariel Sharon, avant d'être atteint par son AVC, mais il avait complètement évolué là-dessus. Il a créé Kadima pour quitter le Likoud. Alors vous parliez de camps de la paix, etc. Mais des camps de la paix, il y en a partout. Il y en a un en Israël qui est extrêmement actif. Moi, si vous voulez, je me suis appuyée aussi, une des choses qui nous a vraiment fait réfléchir, c'est la pétition lancée par Eli Bernavi, signée par 700 grandes personnalités israéliennes, y compris Avraham Burg, enfin, qui est un religieux, qui est habitué à beaucoup critiquer Israël. Hein. Non, mais peut-être, mais il y en a beaucoup. Enfin, critiquer Israël ou les gouvernements, quelques gouvernements. Il ne faut pas confondre. Voilà. Il y a aussi en Israël une vie politique intérieure, et d'ailleurs la démission, enfin ou en tout cas la dissolution du gouvernement le montre. Quand la ministre de la Justice et le ministre des Finances, c'est pas des moines, c'est des dirigeants de partis centristes, sont mis à la porte par Monsieur Netanyahou parce que tout d'un coup ils n'arrivent plus à s'entendre, ça a une signification politique. Il n'y a pas un bloc en Israël, il y a un camp de la paix qui s'exprime à travers Shimon Peres, qui s'est exprimé à travers Yitzhak Rabin, à travers Ariel Sharon, c'est-à-dire que c'est pas le clivage droite-gauche, et qui s'exprime. Et puis il y en a un autre qui, par courte vue, et moi j'ai des amis malheureusement travaillistes qui sont là-dedans, pensent que ce qui se fait depuis quelques années par les gouvernements israéliens successifs, c'est la meilleure garantie de sécurité pour Israël. Permettez-moi de ne pas penser ça. Toute l'émission sur le sujet, mais je tiens quand même à préciser que à travers ce
ce que vous dites, on a quand même l'impression que les responsables, c'est les Israéliens, toujours les Israéliens. Non, c'est pas enfin, les Israéliens. On va clore la discussion, Non. mais je crois que ce ne sont pas Non. uniquement les Israéliens qui sont en cause. Non, pas les Israéliens. Mais bien entendu qu'il y a des responsabilités des deux côtés. Évidemment. Est-ce qu'on veut faire la paix avec son ennemi ou pas? Israël a un État qui est reconnu, et un État juif qui est reconnu par l'ONU. Alors il faut reconnaître cet État palestinien pour enclencher un mouvement vertueux. Voilà. Mais bien entendu qu'il y a des responsabilités énormes. Et quand je dis que il y a des responsabilités côté palestinien, parce que les violences à Gaza, c'est épouvantable, hein, naturellement. Hein. Mais voyez sur quel genre de guerre ça se déchaîne aussi. Alors, on a la responsabilité, nous qui avons la chance d'être à l'extérieur, hein, de dire arrêtons ce carnage, arrêtons et faisons tout ce que nous pouvons pour que ces deux peuples qui ont tout pour vivre sereinement côte à côte le fassent. Alors, bien entendu, faut pas être naïf. Il faudra, si ce que je souhaite et que je viens de vous décrire, s'il y a des négociations de paix, qu'il y a un accord de paix, que les États arabes reconnaissent Israël, à ce moment-là, il faudra des garanties de sécurité sérieuses, concrètes pour Israël. Et ça, ce sont les Américains et le Conseil de sécurité de l'ONU, concrètement, sur le terrain. Il faudra évidemment des forces qui viennent garantir ça. Forces internationales peut-être, hein, ce sera à voir, mais des garanties concrètes de sécurité. Alors, Elisabeth Guigou, vous avez condamné l'agression antisémite que vous qualifiez d'odieuse contre ce jeune couple juif, enfin ce jeune homme et sa compagne de Créteil, comme l'a fait le président de la République, comme l'a fait le Premier ministre. La crainte s'est installée dans la communauté juive de Créteil. Il y a une manifestation qui a lieu en ce moment même dans le quartier du Port. On apprend que Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, sera présent. Est-ce qu'on n'a pas franchi un seuil supplémentaire dans les agressions antisémites où on agresse les gens chez eux? Bien sûr, c'est épouvantable. Mais moi, je suis très inquiète, vous savez, depuis des années maintenant. Je suis députée de Seine-Saint-Denis depuis 12 ans. Dans ma circonscription, la précédente et l'actuelle, surtout la précédente, j'ai vu les caillassages de synagogues, les volets peints par des inscriptions. Chaque fois, hein, non seulement j'ai été aux côtés de la communauté juive, et c'est vrai aussi dans les villes actuelles, Aubervilliers et Pantin. À Aubervilliers, il y a la communauté principale, c'est celle où la maman de ces deux enfants et de ce monsieur qui a été assassiné à Toulouse a été élevée. Donc, j'ai été aux côtés de ces personnes. Je suis allée à Toulouse avec le président qui était candidat à l'époque. Tout ça vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche et ça m'atteint moi aussi, parce que je pense que ça doit atteindre tous les Françaises et les Français. Mais je veux vous dire aussi que il faut être aux côtés. Il faut récuser, il faut condamner ces actes antisémites. Je vous dis d'ailleurs que si j'étais pas en partance pour Séoul, je vous quitte et je vais prendre l'avion pour aller en Corée à une rencontre internationale, je serais allée ce matin à 11h à Créteil, à ce rassemblement voulu par M. Kuckerman que j'ai reçu, hein, avant même que notre résolution soit discutée et votée, pour lui expliquer l'état d'esprit dans lequel nous faisions cela, et j'ai écouté les craintes qu'il a exprimées pour la communauté juive, etc. Donc, il propose lui de faire de la lutte contre l'antisémitisme une cause nationale. Oui, mais bien sûr. Temps oui, mais bien sûr, je pense que toutes les initiatives pour lutter contre l'antisémitisme, pour condamner ces actes absolument odieux et insupportables et qui ne doivent pas exister, qui doivent être condamnés avec les plus grandes sévérités, toutes les initiatives doivent être accueillies, doivent être soutenues. Et moi, modestement, à la place qui est la mienne, je le fais et je crois le faire chaque fois. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi, Madame Guigou, de prendre conscience de ce que révèle le dernier sondage de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique des Dominique Régnier, qui souligne l'émergence d'un nouvel antisémitisme chez les musulmans de France? Est-ce qu'il ne faut pas regarder cette réalité en face?
Oui, je crois qu'il faut en effet ne pas détourner les yeux, mais il faut prendre là aussi des initiatives. Je vais vous dire, il y a 8 ans maintenant, il y a une jeune enseignante à Noisy-le-Sec qui est venue me voir et qui m'a dit, je peux plus, elle est d'origine marocaine, musulmane, m'a dit, je peux plus supporter, française, je peux plus supporter les manifestations ordinaires d'antisémitisme dans mon lycée professionnel. Elle enseignait à des 3e, secondes. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez m'aider? Je lui ai dit, allons-y. Maintenant, vous avez dans toute la Seine-Saint-Denis des initiatives autour des anciens combattants, autour de Geneviève Lévy, parce que autour d'anciens enfants cachés comme Jeannette Volguste, que justement j'ai dit venez dans ce lycée Jeannette, elle a été enfant cachée à Nice, venez dire ce que vous avez vécu. Eh bien je vous assure que quand on voit ça, parce que moi j'ai suivi ce qui avait été fait dans ces classes, j'ai été aux côtés de Jeannette Volguste quand elle a expliqué à ces jeunes gens voilà ce que j'ai vécu, ça se retourne complètement. Donc nous avons tous la responsabilité, là où nous sommes, fût-ce modestement, dans une classe, 2 classes, 10 classes, mais maintenant ça a essaimé, de faire en sorte, si vous voulez. Alors, ces jeunes, de fil en aiguille, on les a amenés à Auschwitz. Ils en sont revenus non seulement bouleversés, mais complètement retournés. Et puis d'ailleurs en disant, mais on ne sait pas ce qu'on dit, quoi. Quand on dit sale juif, on ne sait pas ce qu'on dit. Espèce de bon. Et d'autre part, il faut multiplier ça. Il faut aider. Et on a tous, c'est une prise de conscience citoyenne. On a tous à le faire. Voilà. Quand ils font des expositions en revenant, quand des enseignants amènent des enfants visiter dans une même journée une église, une synagogue, un temple et une mosquée, voilà. Mais j'ai vu ça, j'accompagne ça. Je fais en sorte d'aider autant que je peux dans mon travail de député. Alors, Madame Guigou, on va changer de sujet, des sujets qui intéressent toujours la présidente de la Commission des Affaires étrangères que vous êtes. Le président Hollande hier a fait escale à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Alors, enfin, on a envie de dire, puisque beaucoup lui disaient, mais allez donc rencontrer Poutine, ça pourra permettre peut-être de mettre de l'huile dans les rouages. Est-ce que c'est pas trop tard ? Non, écoutez, moi, je trouve cette initiative du président extrêmement bienvenue. Je considère depuis longtemps que même si ce qu'a fait M. Poutine en Crimée, c'est évidemment inacceptable. On va pas. En Crimée ou en Ukraine? Vous parlez de la Crimée? La Crimée. Parce qu'il y a eu aussi un référendum en Crimée et les habitants de la Crimée ont voté pour leur rattachement, pour leur retour plutôt à la Russie. Oui, non, mais il y a eu un référendum aussi en Espagne, en Catalogne, et quand le pays souverain ne l'accepte pas, voilà, les règles internationales jusqu'à présent, c'est qu'on peut pas simplement, en organisant un référendum avec des populations, détacher un bout de territoire d'un État souverain. Il faut une entente internationale. J'espère qu'elle arrivera un jour. Mais surtout, ce qui se passe aussi dans l'est de l'Ukraine. Donc tout ceci est inacceptable et inexcusable. Il n'empêche que je considère, moi, qu'il faut une stratégie de sortie de crise. Une stratégie de sortie. Ça pourrait être la vente du Mistral, par exemple, parce que vous savez, Vladimir... Attendez, je vais vous parler du Mistral après. Une stratégie de sortie de crise, pourquoi? Parce que l'Union européenne, dont la France, l'Union européenne ne peut pas être dans une confrontation durable avec ce grand voisin qu'est la Russie. Donc il faut arriver à reprendre les discussions. Le processus de Minsk, c'est le président Hollande qui l'avait initié, vous vous souvenez, aux anniversaires débarquement en Normandie. C'est là que pour la première fois, M. Porochenko, président de l'Ukraine, président élu, et M. Poutine se sont parlé. Bon, depuis, la situation, malheureusement, s'est à nouveau envenimée. Donc je trouve que quand le président Hollande dit « je veux rencontrer M. Poutine », lui dire ce que j'ai sur le cœur, ce que je pense nous devons faire ensemble, il faudra que chacun fasse un bout du chemin, vous pensez bien, et M. Porochenko et M. Poutine, que chacun fasse un bout du chemin vers l'autre. Mais je pense que le moment est venu, en effet, pour que la France, et j'en suis très heureuse, que le président prenne cette initiative et qu'avec l'ensemble de l'Union européenne, on recherche les voies et moyens de cette sortie de crise. Ça n'a pas réussi jusqu'à présent. Madame Merkel a essayé, très bien. Mais je pense que c'était le moment pour le président français, en effet, de le faire. Alors après les Mistral, de toute façon, nous ne les livrons pas. Tant que la situation reste aussi tendue. Vladimir Poutine a dit hier, si vous ne nous livrez pas les Mistral, vous devez nous rembourser l'argent qu'on a payé. Oui, mais ça c'est le contrat, nous verrons bien. Mais pour l'instant, il n'y a pas de livraison. Nous verrons bien, il faudra bien lui rembourser sur lui. Non, mais pour l'instant, il n'y a pas de livraison des Mistral.
Voilà. Et on a encore quelques semaines avant la date ultime. Rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, Manuel Valls est ce soir l'invité de France 2. Qu'est-ce que vous attendez du discours du Premier ministre ? Moi, j'espère que le Premier ministre, d'abord, confirmera que la France, avec les réformes qui sont engagées, qu'il les expliquera davantage. C'est difficile, forcément, mais je pense qu'il faut continuer. Je pense que le pays s'en sortira, que l'environnement international devient plus favorable avec la baisse des prix du pétrole, avec la baisse de l'euro que nous avons longtemps appelé de nos voeux, que le Premier ministre expliquera ce que nous attendons du plan de relance de 350 milliards mis en place par M. Juncker. J'étais avant-hier avec le président de la Banque européenne d'investissement, d'ailleurs, avec lequel j'ai beaucoup parlé de ce sujet. Donc je pense que tout ça sera expliqué pour que on montre aux Français que c'est vrai, les résultats sont pas encore là, mais les résultats viendront. Ils viendront par l'investissement, par la reprise de la confiance des entreprises et par la création d'emplois. Deuxièmement, je pense que le Premier ministre aura à cœur parce que je le connais, de rassembler, voilà, de dire non seulement rassembler la gauche, mais rassembler aussi les Français autour de l'idée que on ne peut pas, face à une situation aussi grave, rester durablement visé. Je pense qu'il est capable de faire ça. Dernière question. Après le décès de Jacques Barrot cette semaine, sa place est vacante au Conseil constitutionnel. Votre nom a été évoqué. Est-ce que ça vous intéresse ? Bon, d'abord, écoutez-moi, j'avais non seulement de l'estime, mais beaucoup d'amitié pour Jacques Barrot. Beaucoup. Nous partagions, et nous en parlions souvent, le même engagement européen. C'était quelqu'un c'était un passionné, voilà, un passionné de l'Europe, un passionné de l'entente entre les gens. C'était un de ces dirigeants politiques, si vous voulez, qui mettent du liant. Et je pense qu'il va manquer. Puis il est mort brutalement, alors qu'il aurait dû vivre encore longtemps. Voilà, donc moi, j'espère pouvoir aller à ses obsèques. J'en connais pas encore la date. Lundi matin à 10h. Alors, malheureusement, je serai à Séoul. Mais je me suis manifestée, évidemment, d'abord auprès de ses collègues du Conseil constitutionnel, auprès de Madame Barrot également, et auprès de sa famille. Voilà. Et vous comprendrez bien que j'ai pas d'autre expression là-dessus. Elisabeth Guigou, députée de Seine-Saint-Denis, présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Merci d'être venue vous